vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de PUMS, l'émission santé. Je suis en compagnie du docteur Christophe Choquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Bichat à Paris et en compagnie de Marine L'Orphelin. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes interne en médecine et vous avez fait un stage de 6 mois aux urgences. Vous l'avez deviné, on va parler des urgences aujourd'hui. Vous savez qu'en 2018, environ 21 millions de passages aux urgences ont été enregistrés et ces chiffres n'arrêtent pas de monter. Regardez ici, 10 millions en 98, 15 millions en 2008, 21 millions en 2017. Nous sommes tous concernés, pour nous ou bien pour nos proches, et pourtant peu de personnes savent vraiment comment fonctionnent les services d'urgence dans notre pays. Quand faut-il faire appel aux urgences? Où aller? Qui appeler? Eh bien, dans cette émission, on va vous fournir un mode d'emploi des services d'urgence. Avec le docteur Choquet, tout d'abord, qui va nous expliquer comment les urgences sont organisées en France. On va recevoir le docteur Lionel Lameau, qui est le fondateur de l'application Sauve Life, une application qui cartonne. On verra avec lui comment cette application, ainsi que d'autres innovations, peuvent sauver la vie en cas d'urgence. Et puis, on sera tout au long de cette émission, donc avec Marine, qui est interne en médecine. Lors de vos stages de 6 mois aux urgences de l'hôpital Louis Mourillat à Colombes, vous avez pris en charge, j'ai fait le calcul, avant que vous arriviez, un peu plus de 1000 patients, ce qui veut dire 1000 cas. Probablement, certains ressemblent à d'autres, mais c'est à mon avis formateur et je pense que vous allez bien nous le montrer. Oui, je vais tout vous raconter. On vous mettra à l'épreuve face à des cas concrets et vous nous direz comment vous gérez ces situations en indiquant si ce sont de vraies ou des fausses urgences. Alors, comme vous êtes encore interne, ce sera sous le regard de Dr Choquet, qui est médecin urgentiste thésé. Mais pour le moment, comprenons comment ça fonctionne, les urgences. Christophe Choquet, vous êtes donc chef adjoint des urgences de l'hôpital Bichat. Quand on arrive aux urgences, dans un service d'urgence, quelles sont les étapes d'une prise en charge ? La prise en charge d'un patient aux urgences répond à une organisation bien codifiée et en premier lieu, il y a une inscription administrative qui permet d'assurer la sécurité et l'identification du patient tout au long de son parcours aux urgences. Pas qu'on se trompe d'un patient à l'autre au fur et à mesure de son parcours qui est un peu long. Ça peut arriver. Ensuite, chaque patient passe par les fourches codines de l'IAO, l'infirmière ou l'infirmier organisateur de l'accueil, qui est un infirmier spécialement formé. Ou une infirmière ici, c'est une infirmière. Ou une infirmière ici, c'est notre infirmière à Bichat, qui est formée pour trier les patients et pour déterminer le degré de gravité supposé de chaque patient. Alors, quel est son rôle précisément ? Alors, son rôle, c'est d'abord, elle va poser des questions, elle va demander les antécédents, les traitements, vos symptômes. Éventuellement, elle va procéder à la prise de ce qu'on appelle des constantes vitales, c'est-à-dire elle va prendre la pression artérielle, la fréquence cardiaque, déterminer le taux d'oxygène dans votre sang, le taux de sucre également, et procéder à un examen clinique rapide. Et à partir de tous ces éléments-là, elle va pouvoir déterminer votre ordre de passage. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'est pas pris en charge par ordre d'arrivée, comme dans des structures administratives, mais par ordre de gravité. C'est-à-dire que ce n'est pas par ordre de passage ou par moyen d'arrivée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous venez par les pompiers que vous êtes plus grave que si vous venez par vos propres moyens. C'est à partir du tri défini par l'infirmière qu'elle va déterminer quel est votre ordre de passage, votre priorité, basée sur la gravité supposée de votre état. Alors, on est vu par l'IAO, mais des fois, on va attendre longtemps avant de voir le médecin, j'imagine. Est-ce qu'elle a d'autres attributions? Est-ce qu'elle peut déjà soigner, soulager, par exemple? L'IAO, c'est un élément pivot pour assurer la qualité des soins. Donc, elle peut anticiper tout un tas de soins. D'abord, donner un traitement antalgique adapté à l'importance de votre douleur. Elle peut procéder à des examens d'urine. Elle peut réaliser un pansement, faire un électrocardiogramme. Et puis, dans certains services, sur la base de protocoles, elle peut même faire des demandes d'examens radiologiques dans des traumatismes de la main ou de la cheville, par exemple, voire même faire des dépistages de certaines pathologies. Donc, des choses importantes se passent avant de voir le médecin. Le médecin, dites-nous la vérité, il arrive au bout de combien de temps? Eh bien, encore une fois, tout dépend du degré de gravité supposé. Les patients qui ont été triés par l'infirmière comme étant graves doivent être vus
parfois immédiatement. Là, on voit un interne, Voilà, un jeune médecin en formation qui examine un un patient. de nos internes qui est en train de l'examiner. Donc le patient a été installé dans un box. Il procède à un examen clinique et en fonction du degré d'urgence supposé, il va Prescrire des prises de sang prescrire des également. examens complémentaires, une prise de sang, un examen radiologique, un scanner, dont la réalisation se fera en fonction du degré d'urgence supposé, soit aux urgences, soit en examen en ville, dont les résultats seront à présenter au médecin traitant. Alors Marine, vous avez été donc interne Oui. aux urgences de Louis Mourier. Donc c'est vous qui voyez en premier, après l'IAO, donc en tant que médecin, en tout cas en formation, le patient pour faire un diagnostic, éventuellement traiter. Oui. Est-ce que, honnêtement, les yeux dans les yeux, vous êtes suffisamment formé pour cela? Alors, donc moi, je prépare une formation de médecin généraliste et le stage d'urgence fait partie de la maquette obligatoire aujourd'hui, même pour être généraliste. Et donc, c'est des étudiants, souvent en première année d'internat, qui se retrouvent en stage aux urgences. Donc, c'était mon premier semestre. Donc, évidemment, il y a beaucoup de stress. Mais on a quand même eu 6 ans d'années de faculté avec des connaissances assez solides. Mais maintenant, voilà, il s'agit de pratiquer. On est dans le vif du sujet. Et donc, fort heureusement, on est très bien encadré par les médecins, On appelle les docteurs, médecins seniors. les qui sont médecins thésés. seniors, tout à fait, les médecins du service qui sont des généralistes ou des urgentistes pour nous encadrer au moindre souci. Ils sont toujours présents. Donc disons bien, quand vous arrivez, donc, pour ce qui est de la filière médicale, on va dire, il y a d'abord l'externe qui est l'étudiant en médecine. Donc lui, il est dans ses livres du matin au soir, on va dire. Hein. Vous avez connu aussi cette période-là, Bien sûr, ouais. qui fait un débrouillage et donc qui travaille sous votre contrôle et le contrôle du médecin senior. Oui. Ensuite, l'interne donc, qui vient voir le patient et vous en référez donc à des médecins seniors. Il y a des décisions collégiales, j'imagine. Oui, exactement. Il y a un bureau médical, on va le voir par la suite, dans le service de Louis Mourier et dans tous les services d'urgence, il y a un bureau médical où on a accès aux ordinateurs pour les dossiers Et on des discute patients. des patients. Et on discute Et ce n'est pas des que vous patients. qui prenez la décision. Non, bien sûr. Même que si on a non, confiance en vous. Non, alors voilà, l'autonomie se fait aussi progressivement sur un stage. Évidemment, les premières semaines, on va être très, très encadré. Et puis par la suite, si les médecins jugent qu'on est tout à fait capable de prendre en charge des urgences moyennes, enfin pas très graves, on peut le faire en autonomie. Par contre, pour les cas vraiment graves, ils vont toujours être là pour nous De toute superviser. façon, j'ai dit tout à l'heure, vous avez vu plus de 1000 patients. Donc, c'est sûr que le premier patient, je ne pense pas que vous prenez la décision. Au millième, ça vous commencez à avoir Oui, bien sûr, on de prend l'expérience. l'assurance, ouais. Alors, on a parlé des médecins, depuis l'externe jusqu'au médecin senior. Il y a d'autres professionnels aux urgences. Ce ne Alors, sont il y pas a que des médecins. toute une équipe, donc des infirmières évidemment, on l'a vu, des aides-soignants qui assurent aussi les soins d'hygiène et de confort des patients, des brancardiers, des agents administratifs. Certains services ont recours aussi au milieu associatif pour effectivement donner un peu d'humanité dans les services d'urgence. Chez vous, vous parlez des médecins transmetteurs. Voilà, donc on a effectivement une association de médecins à la retraite, dont le rôle est de faire du présentiel, du soutien, de l'humain. Vous ne m'avez pas répondu à la question tout à l'heure. Vous avez botté en touche sur ce temps d'attente. Alors, je ne vais pas vous demander combien de temps, parce que je ne vais pas insister, on n'insiste pas. Mais pourquoi le temps est si long? Il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de paramédicaux, de soignants, d'administratifs. Pourquoi autant de temps? Il faut bien comprendre qu'un service d'urgence est en interface avec ce qu'on appelle des services médico-techniques, c'est-à-dire les laboratoires. Il faut bien comprendre qu'une prise de sang, l'obtention des résultats de cet examen peut prendre 1 à 4 heures. Bien sûr, la réalisation d'un scanner, l'interprétation d'une imagerie, voire même l'avis spécialisé. On imagine bien que si le chirurgien est en train d'opérer, Il et faut qu'on a l'appeler besoin de pour son qu'il avis, descende. il Donc, faut ce qu'il n'est vienne. pas uniquement le nombre de patients qui pose problème, c'est ça que vous nous dites. C'est parce que faire du soin, du diagnostic clinique, paraclinique, donc avec des examens complémentaires, ça prend du temps. La médecine diagnostique nécessite du temps, de la réflexion, beaucoup d'informations. Et pour obtenir ces informations, il y a un temps qui est incompressible. Et ça, effectivement, ça se traduit aux urgences Et par un délai pourquoi, d'attente. même quand des diagnostics sont posés, c'est quand même ce dont on se rend compte, beaucoup de gens malades restent sur des brancards pendant des heures et des heures. Alors, il faut bien comprendre que tout service d'urgence dispose de ce qu'on appelle une unité d'hospitalisation de courte durée, dont le nombre de lits dépend des différentes structures. Et le problème, c'est que, évidemment, ces unités ne sont pas suffisamment grandes. Pas assez de lits, c'est ça? Il n'y a pas assez de lits
pour hospitaliser. Donc beaucoup de patients attendent un lit d'hospitalisation dans l'établissement et effectivement, ils ont le sentiment qu'on ne s'occupe plus d'eux, c'est-à-dire que l'indication d'hospitalisation est posée. Malheureusement, il n'y a pas de lit disponible et ils attendent sur un brancard et parfois sur un brancard dans des couloirs qu'un lit d'hospitalisation soit disponible pour ces patients. Alors Marine, on est allé aux urgences de Louis Mourier. Avec quelques images, vous allez nous décrire un petit peu ces différents lieux que vous connaissez bien. Alors là, vous pouvez voir le bureau d'accueil. On en a parlé tout à l'heure pour l'administratif, se présenter. Là, c'est le box de l'IAO, donc de l'infirmière qui prend les constantes vitales. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut, le tensiomètre, de quoi faire des pansements à peu près propres. Le fameux couloir des urgences de Alors, Louis il Mourier. est assez vide. Alors, rassurez-moi, c'est pas tout le temps comme ça. On dit qu'il y a du monde aux urgences. Non, là, je pense qu'ils vous ont accueillis d'une manière un peu spéciale. Parce qu'effectivement, on voit qu'il n'y a pas grand monde. Voilà, ça, c'est un box d'examen, du coup, médical. Avec ce qu'il faut aussi, si besoin, pour mettre de l'oxygène. Voilà. C'est la salle de détente, là? La salle de pause, qui est un petit peu loin du service, donc on n'a pas forcément le temps d'y passer. Donc on fait qu'elle est vide. Voilà. Personne n'y va. À Louis Mourier, on a des box de psychiatrie, on a vu juste avant. Et puis, donc là, c'est le fameux bureau médical avec 2 box de déchocage, qui sont des box d'urgence vitale. Avec le matériel de réanimation, tout ce qu'il faut. Et donc, à part ces moments-là où on a filmé, pour des raisons de confidentialité, on a filmé sans qu'il y ait qui que ce soit, mais ces lieux sont pleins habituellement. Hein. Les brancards sont remplis, il y a du monde du passage en permanence. Hein. Ah oui, il y a du passage en permanence. J'imagine c'est très stressant. intense. Ça peut être stressant, oui, quand il y a énormément de patients. Il y a des patients, c'est vrai, qui sont un petit peu agacés aussi, hein, des temps d'attente, qui sont dans la souffrance. La chambre de garde, oui, la fameuse. Donc vous voyez, avec il est confortable le matelas? Il n'est pas très confortable, mais on est tellement fatigué qu'on s'endort assez vite. Vous dormez peu et une douche. Une douche, donc c'est quand même un petit peu de confort malgré tout. Donc on dort une demi-heure et on prend une bonne douche pendant une demi-heure et après on retourne travailler. Les gardes, c'est assez variable en termes de temps de sommeil. Bon. Alors, vous voyez tout aux urgences. Et Christophe Choquet, je voudrais vous demander, est-ce que la bobologie, ce que vous appelez la bobologie, on vient pour des petits problèmes, on va dire, petites blessures, un petit mal de tête, renouvellement d'ordonnance parce que son médecin ne nous l'a pas fait. Est-ce que c'est ça la plaie des services d'urgence? Alors, j'apprécie pas trop le terme bobologie, évidemment, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le problème majeur d'un service d'urgence. La saturation d'un service d'urgence liée à des consultations de médecine générale, c'est un problème finalement périphérique. Le vrai problème d'un service d'urgence, c'est de disposer de lits d'hospitalisation pour les patients réellement graves qui, parce qu'ils n'ont pas ce lit d'hospitalisation, vont s'accumuler au sein d'un service d'urgence et ça va évidemment ça va dégrader les conditions d'accueil des patients et augmenter la pénibilité du travail des soignants. C'est ça le vrai problème d'un service d'urgence. Alors finalement, si on ne veut pas encombrer les urgences, si en même temps on veut y aller quand on pense qu'il y a besoin, quand est-ce qu'il faut venir aux urgences? Moi, je ne crois pas qu'un patient ou un usager puisse se déterminer ou s'autoréguler dans sa décision d'aller aux urgences. Il y a des symptômes qui peuvent inquiéter, alors qu'ils sont l'expression d'une pathologie bénigne. Et en revanche, il y a des symptômes qui apparaissent finalement peu graves, on pense que ça va passer, et finalement qui sont le témoin d'une pathologie potentiellement grave. Et je pense qu'un patient n'est pas en mesure de s'autoréguler. Il y a une structure qu'on appelle le 15, et au moindre doute, il faut appeler le 15. Le 15 dispose d'un personnel formé qui va permettre d'orienter au mieux tout appelant vers la structure de soins la plus adaptée. Et au moindre doute, je maintiens qu'il faut aller aux urgences. Il vaut mieux y aller pour une mauvaise raison que ne pas y aller pour une bonne. Donc au moindre doute, on répète, venir aux urgences et on consulte. Et si on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est le 15 qui permettra de vous dire si il faut aller aux urgences, si on va venir vers vous ou si vous pouvez attendre de voir votre médecin dans quelques heures. Marine? Je tiens juste à préciser, parce que c'est vrai qu'en ayant expérimenté, on a beaucoup d'appels de patients directement aux urgences. Ouais. Et aux urgences, on ne donne pas d'avis médical. Voilà, il faut vraiment passer par le 15. Donc le 15 fait de la télémédecine, donc peut faire la régulation médicale et vous dire où il faut aller.
c'est pas dans les prérogatives des services d'urgence donc de donner des avis téléphoniques. Donc le 15. On vous retrouve dans quelques minutes pour mettre à l'épreuve l'interne Marine face à des cas concrets. Pour le moment, on va parler d'innovation dans le domaine de la médecine d'urgence. Vous allez voir des innovations pour sauver des vies. Pour cela, on en parle avec notre invité, le docteur Lionel Lamot. Lionel Lamot, bonjour. Bonjour. Installez-vous. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris et vous êtes le fondateur d'une application qui sauve des vies. Vous allez nous le confirmer, ça s'appelle Sauve Life. 185 000 utilisateurs aujourd'hui. Alors, on va voir en image une animation qui nous explique un peu de quoi il s'agit. Commentez-nous. Alors, de manière pratique, on a une personne qui vit sa vie de tous les jours, un citoyen sauveteur, qui a téléchargé l'application Sauve Life. C'est gratuit, il faut juste accepter la géolocalisation permanente. On reçoit un appel au SAMU pour un arrêt cardiaque. On va envoyer les secours traditionnels, pompiers et SAMU, et en même temps déclencher l'application. Elle va rechercher automatiquement les gens qui sont à 10 minutes à pied de l'arrêt cardiaque. Ils vont recevoir une alerte comme cela, une notification, un SMS. S'ils sont disponibles, ils peuvent accepter. Alors c'est sûr que ça surprend au début, on voit bien la tête de cette citoyenne sauveteuse et elle va être guidée. Elle est volontaire, elle y va. Elle y va et elle va le plus vite possible sur place, guidée par son GPS. Et quand elle va arriver sur place, elle va pouvoir réaliser des gestes qui sauvent, principalement le massage cardiaque et la défibrillation, en attendant les secours professionnels. Donc cette application, vous nous disiez 180 000 avant l'émission utilisateurs, ça fonctionne, enfin, ça plaît, c'est quoi? C'est un sens de responsabilité? Qu'est-ce qui explique ce succès? C'est un vrai succès. Très clairement, on n'avait pas prévu d'avoir autant de monde aussi vite. L'application est sortie en mars 2018. Donc il y a vraiment un engouement de la population pour cette application. La notion de citoyenneté est au premier plan. Plus que d'un geste technique, on a vraiment communiqué sur la notion de citoyen sauveteur. Et c'est vraiment des gens qui veulent aider. Et c'est des gens qui sont volontaires, c'est-à-dire qui sont sauveteurs volontaires? Ils n'ont pas forcément de formation, on accepte tout le monde, parce que tout le monde peut aider pour sauver une vie. Ça, c'est un point qui est très important, même si c'est évidemment bien mieux d'aller se former. Mais nous pouvons tous aider. L'acte de citoyenneté n'est pas dépendant de son niveau de formation. C'est un point qui est fondamental. Tout le monde peut aider. Et donc, les gens s'inscrivent volontairement. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 30% des gens sur l'application qui n'ont aucune formation aux gestes qui sauvent. Et pourtant, ils réalisent des choses formidables tous les jours. Et alors ça fonctionne, ça va se développer ou est-ce que, comme certaines fois, des services de santé ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ne sont pas financés ou pour des raisons réglementaires? Dites-nous tout. Non, c'est prévu qu'on continue. Sauve Life est développé par une association loi 1901. Donc le budget est uniquement dû aux dons. On cherche toujours des donateurs d'ailleurs pour financer tout ça et on continue de se développer. Aujourd'hui, on a le 40e SAMU qui va ouvrir cette semaine à la Martinique. On est en permanence en train d'ouvrir de nouveaux SAMU et de développer l'application. Donc il faut des dons. L'assurance maladie ne rembourse pas ce type de... Non, c'est vraiment une association loi 1901 et tout est gratuit pour les services de secours comme pour les utilisateurs. Ok, mais les dons arrivent et donc permettront la survie, si je puis dire, de cette application. Alors, il y a une autre innovation, vous avez été pionnier là-dedans, c'est l'ECMO, système qui permet de prendre en charge une personne qui est en arrêt cardiaque. Alors, ça se fait à l'hôpital, mais vous avez été la première unité à le faire à l'extérieur de l'hôpital. Exactement. On est un peu à l'autre bout là, de l'arrêt cardiaque. On a eu cette première partie où le citoyen sauveteur a fait le massage cardiaque immédiatement, fait la défibrillation pour sauver le cerveau. Les secours ont fait les traitements adaptés pour l'arrêt cardiaque et malheureusement, cet arrêt cardiaque ne cesse pas. Le patient a encore un pronostic thérapeutique cérébral, c'est-à-dire que le cerveau est encore en vie, on peut peut-être le sauver. Et on va mettre en place une circulation extracorporelle qui va remplacer le cœur et les poumons. L'innovation qu'on a faite, c'est que ces technologies étaient réservées à l'hôpital et même au bloc opératoire en chirurgie cardiaque. Pour gagner du temps, car on n'a pas ce temps dans l'arrêt cardiaque, on l'a amené sur place et des médecins urgentistes vont implanter cette circulation extracorporelle directement sur les lieux de l'arrêt cardiaque. Regardez cette image, l'ECMO installé dans le métro. C'est un sacré outillage, il faut du monde, il faut du matériel, mais ça fonctionne. Et donc le but, c'est d'essayer de continuer à irriguer les organes, irriguer le cerveau, le temps que le patient puisse être acheminé en structure hospitalière. Exactement. C'est un pont vers la possibilité d'une évaluation du cerveau. Est-ce que le cerveau est encore en vie et intact?
et un pont aussi pour aller traiter le patient généralement d'un syndrome coronarien aigu, un infarctus, qui est la cause de cet arrêt cardiaque. On va aller à Toulouse également, où vous savez, le SAMU n'a cessé d'innover, notamment à l'occasion de catastrophes comme la catastrophe de l'usine AZF, vous vous en souvenez. Il y a plusieurs innovations, je vais citer ce qu'on va voir ici, l'unité mobile satellitaire du SAMU. Alors là, on a un véhicule qui permet aux professionnels de santé qui prennent en charge les victimes sur le lieu de la catastrophe d'avoir vraiment un accès impeccable au réseau Internet et qui peuvent assurer l'évacuation des patients vers les hôpitaux sans recourir à des systèmes de radiocommunication conventionnels qui parfois ne sont pas au top niveau. Et avec ce type de véhicule, les professionnels de santé peuvent prendre en charge de manière plus satisfaisante avec leurs tablettes pour envoyer des données des patients qui vont être pris en charge sur le lieu de la catastrophe et être évacués. Il y a une deuxième innovation que je voudrais citer, que je trouve intéressante, c'est un drone professionnel qu'on voit ici et qui est capable d'aller filmer en temps réel les images d'un lieu de catastrophe et de les retransmettre à la cellule de crise du SAMU, d'où vont être coordonnées les actions de secours. Donc j'imagine, quand vous voyez ça, Lionel, que ça peut être utile quand on ne peut pas aller rapidement sur les lieux de la catastrophe. Clairement, les drones ont plusieurs intérêts. L'intérêt de voir, de donner de l'information très rapidement sur des grands champs où on ne peut pas accéder. L'autre intérêt qui commence à être développé, c'est un outil de livraison. Sur les terrains, par exemple, militaires, on sait qu'il y a eu des livraisons de sang par drone, entre autres, et puis des expérimentations sur le défibrillateur qui pourraient être amenés par ces drones en zone rurale, par exemple. En zone rurale, dans des déserts médicaux, il n'y a pas forcément immédiatement les outils, les médicaments nécessaires, de les amener rapidement. C'est un vecteur de transport rapide. Alors, il y a un autre vecteur de transport rapide. Là, on part en Israël. Vous allez nous commenter ces images où on utilise des motos pour se déplacer plus rapidement. Commentez-nous ça. Alors, en Israël, ils ont mis en place un système, d'ailleurs par une association qui s'appelle Atzala, des scooters d'urgence. C'est des gens qui sont des bénévoles, en fait, mais qui ont été formés à un niveau de paramédics, parce que là-bas, c'est un système de paramédics. Et quand il y a une urgence, ils sont déployés sur place et ils arrivent entre 3 à 5 minutes, des temps extrêmement courts sur place pour réaliser les premiers secours en attendant les secours organisés qui vont arriver avec une ambulance. On a vu le camion traditionnel. Qui va arriver derrière. On est parti en Israël pour voir cela. En France, on a envie de se dire, pourquoi pas des motos Alors, le scooter la moto a déjà été utilisée, et d'ailleurs utilisée aujourd'hui par les SAMU dans certaines circonstances, dans les événements, les rassemblements de grandes foules, pour pouvoir pénétrer plus facilement. Mais sur la situation d'urgence comme ça, on a des travaux en cours là-dessus, mais il y a des petits problèmes réglementaires qu'il faut qu'on cale un petit peu et l'adapter à notre système, qui n'est pas un système de paramédics, et donc c'est un peu différent. Merci beaucoup Lionel Lamot de nous avoir éclairé, nous avoir montré toutes ces innovations. Alors, depuis le début de cette émission, j'ai calculé à peu près 800 personnes se sont présentées aux urgences en France. Mais est-ce que c'est toujours nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas des vraies, des fausses urgences? On va voir tout de suite avec Marine et le docteur Christophe Choquet 2 cas concrets qui vont être commentés, savoir si ce sont des vraies ou des fausses urgences. Alors Marine, on avait dit, vous allez maintenant être mise à l'épreuve et venez avec moi. Ok. Je vais vous mettre donc face à 2 situations, des situations qui sont jouées par Lorraine Thomas, qui est une comédienne, qui est notre patiente standardisée dans cette émission. Vous savez, les patients standardisés, ce sont ces comédiens qui jouent les patients dans les facs de médecine pour enseigner la médecine aux étudiants. Regardez bien ce cas et après, vous nous commentez en nous disant ce que vous en pensez. Je suis asthmatique, allergique aux graminées. Je viens vous voir aujourd'hui pour pouvoir repartir avec de la ventoline. Ça fait 3 jours que je suis très gênée au niveau de la respiration. Et je me suis présentée à ma pharmacie qui malheureusement est en vacances. Je suis allée dans une autre pharmacie qui a refusé de me donner de la ventoline au motif que je n'avais pas de prescription. Donc je n'ai pas de choix, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. J'ai aucun suivi particulier. J'ai juste eu, il y a 3 ans, une grosse crise d'asthme qui a nécessité une hospitalisation en réanimation pendant 24 heures. Mais sinon, aucun incident particulier depuis ces 3 ans. Donc voilà, je voulais juste que vous me donniez de la ventoline puisque j'en ai plus chez moi. Voilà.
Donc cette patiente vient vous voir, elle veut un renouvellement d'ordonnance de Ventoline, parce que je crois qu'elle part en vacances bientôt. Comment vous réagissez? Certainement. Alors là, pour faire un peu le résumé, du coup, on voit que c'est quand même une patiente qui est mal suivie au niveau médical, donc qui ne doit pas avoir un traitement de fond pour son asthme adapté, parce qu'elle parle seulement de Ventoline. Bon, d'ailleurs, on va l'interroger aussi là-dessus, mais... et puis qui a un antécédent aussi d'asthme grave, qui a nécessité un passage en réanimation. Donc ça, c'est un paramètre très important quand même pour les asthmatiques. C'est le suivi de leur maladie. Est-ce qu'ils sont bien, l'asthme est bien contrôlé et est-ce qu'ils ont des antécédents d'asthme grave. Et puis là, on voit cliniquement qu'elle a un vrai frein expiratoire. Bon, on va l'imaginer en tout cas. C'est-à-dire qu'elle fait... Voilà, elle siffle, on l'entend de manière audible et surtout, elle ne peut pas finir ses phrases. Elle est obligée de s'arrêter, de faire des pauses au milieu de ses phrases. Et donc ça, c'est déjà des paramètres comme quoi la crise d'asthme est en train de mal évoluer et de devenir grave. Donc effectivement, c'est une vraie urgence. Donc elle a bien fait de venir aux urgences. Elle a bien fait de venir aux urgences, oui. Imaginons que vous faisiez de la téléconsultation, puisque ça se développe aujourd'hui, et qu'elle vous disait, moi je pars en vacances, envoyez-moi une ordonnance de Ventoline pour me soigner et que je puisse partir. Vous auriez fait quoi? Alors non, bah non, je ne l'aurais pas fait. Non, en téléconsultation, on peut faire plein de choses, mais les médecins doivent aussi doivent réorienter les patients quand c'est des situations graves. Et donc cette patiente-là, soit elle doit être, soit on doit appeler le 15 pour qu'elle soit transportée en ambulance, soit si elle est vraiment à côté d'un service d'urgence, qu'elle se rende Donc, immédiatement une vraie urgence. Docteur Choquet, médecin senior, vous passez après l'avis de l'interne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une Quelle est prise ma en charge, c'est une appréciation. En fait, c'est la nuit, vous dormez, quoi. Ah oui, moi, vous la tout à laissez fait. travailler, elle a fait tout ce qu'il fallait. Tout à fait, la nuit je dors. Plus sérieusement, effectivement, cette patiente, et ça a été très bien dit, elle présente des signes de gravité, que ce soit dans l'histoire de sa maladie, dans l'absence d'un suivi pertinent, et puis sur des signes cliniques de gravité. Et cette patiente, effectivement, relève d'une évaluation clinique en urgence, soit par son médecin généraliste, si elle en a un et qu'il est disponible, soit évidemment par l'intermédiaire du 15 ou dans un service d'accueil des urgences. Mais vous dites bien parce que le généraliste va évaluer la situation et saura l'adresser aux urgences s'il le faut. Donc on n'est pas à quelques minutes près, peut-être pas à 2-3 heures près. C'est ça que vous nous dites? Il faut quand même bien comprendre que là, elle présente quand même des signes de gravité. Donc il faut au moins qu'il y ait une vraie évaluation clinique par un médecin. Dans les 2 heures. Dans les 2 heures, même dans l'heure, j'ai envie de dire, par un médecin, non pas en téléconsultation, mais par un examen clinique approfondi, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Merci. Alors, vous avez fait un sans faute, en fait. Ouf. Deuxième situation, écoutez bien. Mon problème, c'est... il y a 3 heures à peu près, j'ai fait J'ai fait tomber mon café et avec mon bras droit. Désolée, j'ai la bouche pâteuse. Très désagréable. Et depuis, j'ai très mal, j'ai pas mal, c'est pas vraiment, j'ai le bras très lourd et je ne peux pas faire ce que je voudrais faire. Donc, il me faudrait vite une pommade ou une crème pour masser ce bras lourd, pesant, qui me gêne. Donc là, la patiente vient vous voir clairement parce qu'elle veut être massée, quoi, au niveau du bras qui la gêne. Vous faites quoi? C'est pas du tout le point important de ce cas clinique. En fait, elle présente un tableau neurologique avec des difficultés d'articulation, une bouche pâteuse. Elle cherche ses mots, elle a du mal à trouver ses mots. Elle décrit une maladresse en fait au niveau de son bras droit, une sensation de bras lourd. Alors une sensation de bras lourd, elle nous dit que c'est depuis qu'elle a fait tomber sa tasse de café que ça a entraîné une gêne au niveau du bras. Alors non, c'est plutôt l'inverse. Elle a probablement fait tomber sa tasse de café parce qu'il s'est passé quelque chose du point de vue neurologique. Elle a une perte de force. Voilà, donc là, l'urgence à éliminer, c'est l'AVC. Donc il faut absolument qu'elle AVC, soit... l'accident vasculaire cérébral, Oui. Donc un caillot de sang qui bouche les artères, qui irrigue le cerveau. Voilà, elle présente vraiment un tableau neurologique aigu. Et donc ça, arrivé d'un seul coup, il y a 3 heures. Voilà. C'est urgent. Est-ce qu'elle aurait pu aller voir d'abord son médecin généraliste
ou pas dans ce cas-là? Non, alors dans ce cas-là, pour les gens qui nous regardent, non, un tableau neurologique aigu de déficit, que ce soit facial au niveau d'un membre, voilà. C'est le 15. C'est le 15. Immédiatement, Immédiatement. N'oublions pas, on a quelques heures pour Oui. revasculariser quand un caillot de sang a bouché une artère. On a à peine quelques heures, Christophe Choquet, pour déboucher sans dégâts. Alors, la thrombolyse intraveineuse, c'est dans les 4h30. Il y a d'autres techniques qui permettent de repousser un peu ce délai, mais trop souvent encore, on voit des patients qui viennent aux urgences pour une symptomatologie, on en parlait, qui peut paraître un peu bénigne, et qui est en fait la traduction, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral qui est pris en charge trop tardivement en pensant que finalement ça va passer et que tout va redevenir à la normale. Donc si vous faites le 15 ici, on ne va pas vous envoyer une pommade, on va vous envoyer une ambulance médicalisée qui va vous amener directement dans un service de neurologie vasculaire qui va déboucher l'artère, donc si elle le peut. Mais en tout cas, il faut être dans les 4h30. Et donc là, dans les 3 heures, on est encore dans les temps. Alors les urgences, bravo Marine, enfin, on n'en doutait pas après un stage de 6 mois aux urgences, mais c'est un sans faute. C'est parfait. Alors merci. les urgences, c'est un endroit où on rencontre des personnes très diverses, tant dans des situations graves, des situations plus bénignes, et parfois il y a des situations inattendues. Et le docteur Mathieu Heydet, qui est un urgentiste au SAMU qui travaille à l'hôpital Henri Mondor, qui a regroupé des histoires qui ont marqué 15 années de médecine d'urgence. On va écouter, il a une anecdote qu'on lui a demandé de nous sélectionner. Être gentil, c'est s'attendre à être surpris tous les jours. C'est par exemple recevoir une jeune fille de 17 ans pour des douleurs abdominales qui traînent depuis plusieurs semaines et pour lesquelles personne n'a réussi à savoir à quoi elles étaient dues. C'est examiner la jeune femme, se retourner pour taper sur l'ordinateur les prescriptions, et puis revenir à la jeune femme qui est en train de hurler et d'accoucher une petite fille de 3,5 kg en moins de 10 minutes. C'est un vrai déni de grossesse. Une grossesse pendant laquelle elle n'a pas pris un seul kilo et pendant laquelle elle a continué à avoir ses règles. Un déni de grossesse qui, heureusement, c'est bien fini et duquel on a parlé pendant des semaines et des semaines, puisqu'après avoir discuté avec la jeune fille, avec sa propre mère, tous les soignants, la jeune fille a décidé de garder le bébé avec elle. C'est ce genre de petite pépite qui nous fait nous lever le matin. Et vous, Marine, quand vous avez fait ce stage de 6 mois d'urgence, c'est difficile. Vous aussi, de temps en temps, vous vous levez avec des anecdotes comme ça qui vous motivent? Il y a plein d'histoires sur un stage de 6 mois aux urgences, des histoires assez tristes aussi, mais moi ce que je retiens, c'est quelques patients avec lesquels on a pris un peu plus de temps parce qu'ils étaient vraiment douloureux, donc on a pris du temps à faire l'antalgie, ou à les rassurer, et qui après m'ont envoyé un petit message, étant donné que je suis pas mal présente sur les réseaux sociaux, qui m'ont reconnu, qui m'ont envoyé un petit message pour me remercier après du temps passé. Et ça, ça fait plaisir. Et aux urgences, il n'y a pas que... on sait pourquoi on fait ce métier. Tout à fait. Voilà. Je vois Maya là, qui est là. Alors, c'était tout à fait inattendu. Maya est passée par là. Maya, c'est une externe. Donc, on disait ce que sont les externes étudiants en médecine qui passent par là. J'en profite parce que je sais, Maya, que vous avez fait aussi un stage aux urgences. Et vous, une petite anecdote là? Je sais que c'était inattendu, mais je vous vois là, je ne peux pas hésiter. Je ne peux pas m'en empêcher. J'étais aussi aux urgences de Louis Mourier et c'est vrai que les épisodes sont très différents. On a des pathologies très variées et peut-être une anecdote, une personne qui vient pour quelque chose qu'on croit pas du tout grave et en fait, c'est quelque chose qu'on doit prendre en charge tout de suite, une grossesse extra-utérine, un paludisme ou même une pancréatite aiguë. Merci beaucoup Maya, on a eu des commentaires des médecins, thésés, urgentistes, commentaires d'internes, commentaires d'externes. Je crois qu'on n'a peut-être pas tout dit, mais dit pas mal de choses sur les urgences avec un mode d'emploi donc, qui vous permettra peut-être de mieux les utiliser si vous en avez besoin. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci Marine. Quant à vous, merci également et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux d'ici la prochaine émission, Twitter, Facebook, Instagram pour interagir avec nous. Et à bientôt sur la chaîne.